est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un point sur où on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Oh bah, il y a un vrai choc en Israël. Hein. Ouais. Ça fait longtemps, très très longtemps qu'on n'avait pas vécu un conflit aussi dur, aussi préoccupant, aussi angoissant pour la population. Je dirais depuis 2014 au moins, et encore en 2014, je ne me rappelle pas d'une tension aussi grande parce que le conflit était resté, disons, dans un cadre qu'on peut qualifier de conventionnel, c'est-à-dire des roquettes d'un côté, des raids aériens de l'autre, une opération terrestre. Et enfin, ça se passait, on va dire, entre groupes armés, alors que là, en plus de ce conflit entre groupes armés, il y a cette explosion de violence dans les villes arabes d'Israël, au cœur même d'Israël, et à Jérusalem, évidemment. Donc, Ouais. pour résumer très rapidement la situation, au terme d'un mois de Ramadan qui a été très tendu à Jérusalem, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des provocations de part et d'autre, des agressions de part et d'autre. Lundi dernier, donc le jour de Jérusalem, c'est le jour qui célèbre la réunification de la ville en 1967. Eh bien, ce jour-là, il y a eu une flambée de violence extrêmement grave sur l'esplanade des mosquées et autour de Jérusalem. Et très rapidement, cette flambée de violence, eh bien, elle s'est étendue à la fois la bande de Gaza où le Hamas et le djihad islamique ont entamé une campagne de tir de roquettes extrêmement intensive vers les villes israéliennes. Alors, j'allais dire, comme d'habitude, vers les villes du pourtour de la bande de Gaza, mais exceptionnellement cette fois-ci aussi vers l'agglomération de Tel Aviv, qui est très très densément peuplée. La situation s'est d'ailleurs calmée pendant ce temps à Jérusalem, mais les tensions se sont étendues à toutes les villes mixtes d'Israël. Vous savez qu'il y a près de 2 millions de citoyens d'Israël qui sont arabes. Et donc, ces citoyens, pas tous évidemment, une partie d'entre eux, une partie de la jeunesse notamment, s'est soulevée, a incendié des synagogues, s'est attaqué aux forces de l'ordre, a incendié des dizaines de voitures. Donc, la situation a dégénéré très Oui, mais ça, rapidement. c'est pourquoi tout, parce que cette mixité, elle existe depuis longtemps. Pourquoi tout d'un coup cette flambée? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? C'est les expulsions? C'est quoi? Non, alors si vous voulez, c'est le grand mystère et la grande nouveauté de ce conflit, c'est que jamais les Arabes d'Israël Oui, ne se sont mêlés du conflit entre Israël et les Palestiniens. Jamais. Même aux pires heures de l'intifada, en 2000, oui. alors il y a eu au tout début de l'intifada un incident très localisé, un affrontement localisé dans le Wadi Hara, qui est une vallée à majorité arabe au nord de Tel Aviv, en Galilée, mais la tension est retombée en quelques jours. Et pendant toute l'intifada qui a duré 5 ans, il n'y a pas eu du tout d'intervention des Arabes israéliens, ni même de participation quasiment des Arabes israéliens à des attentats ou même de complicité d'attentats Oui, mais avec c'est les clair. Mais Palestiniens. alors là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très difficile à expliquer. Quasiment personne ne l'explique pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que la rhétorique du Hamas, l'idéologie du Hamas a pénétré très fortement dans toute une part de la jeunesse arabe israélienne qui parle comme le Hamas, en parlant de martyrs, en parlant de mourir pour Al-Aqsa, en parlant de chasser les juifs, etc. Donc il y a une rhétorique extrêmement dure, extrêmement guerrière qui a pénétré ces Arabes israéliens qui, au quotidien, sont parfaitement intégrés, assimilés à la société israélienne, qui fréquentent les universités, qui fréquentent les hôpitaux, évidemment des médecins, des grands Le Parlement, la avocats, enfin, tout Knesset, ce qu'on bien peut sûr. imaginer. Ouais, ouais. Voilà. Et donc là, si vous voulez, ça a été un vrai choc pour la majorité juive qui découvre en son sein toute une frange de population arabe hostile et ennemie. Je veux dire, moi-même, qui ai travaillé beaucoup sur ces sujets de la coexistence, qui ai consacré 2 livres à ces sujets, j'ai été complètement pris de court. Je n'avais pas du tout identifié cette radicalisation. Et ça a été un choc également pour moi qui suis sur le terrain très régulièrement. Je lisais hier Le Monde de samedi dimanche raconte justement dans Lot, c'est ça, qui est à côté de Tel Alors, Aviv. absolument. Voilà. Donc, une ville où les communautés cohabitaient très paisiblement, mais ils ont l'air d'expliquer qu'il y a eu des implantations, des gens qui sont venus là, enfin des gens d'extrême droite israélienne qui sont venus s'installer délibérément pour prendre des places dans une cité qui était quand même paisible. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une montée en puissance de certains radicaux en Israël qui ont produit, enfin, c'est ce que dit Le Monde, hein, je ne sais pas si vous confirmez ça, est-ce qu'il n'y a pas cet élément-là de radicalisation du côté de certains Israéliens, disons, oui, carrément plus que conservateurs, quoi.
Alors cet article du Monde que vous évoquez est parfaitement scandaleux, parfaitement biaisé, qui ne reflète pas du tout en vérité la réalité du terrain, ni n'analyse en vérité les raisons de la tension. Il y a effectivement à Lod ce qu'on appelle un Garin Torani, c'est-à-dire un noyau de Torah en hébreu, qui est, si vous voulez, un groupement de jeunes religieux sionistes, souvent, qui viennent dans des villes, pas seulement des villes arabes d'ailleurs, des villes juives aussi, des villes de développement, des villes pauvres, et qui viennent donc à la fois pour, si vous voulez, essayer pas de convertir, mais de faire que les juifs de ces quartiers-là deviennent plus pratiquants, et aussi de régler, de mener une action sociale contre la drogue, pour l'éducation des enfants. Il y a des réussites d'ailleurs assez remarquables dans ces domaines-là, notamment à Lod, qui est une ville gangrénée par la drogue. Et effectivement, cette implantation, on va dire, de jeunes juifs est souvent mise en avant par les émeutiers pour justifier cette flambée de violence et pour justifier leurs exactions. Il faut quand même préciser qu'à Lod, ils ont incendié la synagogue, incendié une école, ce qui a amené le président de l'État, Reuven Rivlin, qui est considéré comme un modéré parmi les modérés, à parler de pogrom. Certains journalistes en Israël ont parlé de nuit de cristal. Enfin, c'est des scènes extrêmement dures. Donc, si le monde entend justifier, si vous voulez, ces scènes-là par l'implantation de ces jeunes, je trouve ça déjà d'abord extrêmement grave. Le maire, ensuite, il parle du maire de cette ville qui est quand même aussi un conservateur. Enfin, d'accord, mais si vous voulez, l'argument serait recevable si la flambée s'était limitée à la limite à Lod. Oui, c'est vrai. Si, bien sûr. Et alors que d'autres villes où il n'y a aucun juif, bien sûr, qui se trouvent, ont été également le théâtre de mêmes scènes. Et l'argument serait également recevable si la rhétorique employée par les jeunes émeutiers n'était pas celle du Hamas à 100%. Les jeunes émeutiers ne se contentent pas de dire qu'il ne faut pas que des juifs viennent s'installer là. Ils disent qu'il faut libérer Al-Aqsa, ils disent qu'il faut chasser les juifs de Palestine, que ce sont des colonisateurs du Jourdain à la mer. Ils ne distinguent absolument pas entre Gaza, Tel Aviv, Haïfa, Lod, Jérusalem, Ramallah, enfin, tout ça, c'est la Palestine. Donc, si vous voulez, ça n'apparaît pas du tout dans le traitement médiatique, notamment du Monde, mais aussi d'autres journalistes, d'autres médias. C'est un point extrêmement grave. Et le point le plus grave de cet article, mais qui reflète quelque part je dirais la malhonnêteté de ces journalistes et leur parti pris, qui est en fait un parti pris frériste, un parti pris de l'idéologie des frères musulmans, c'est de dire que les juifs, de qualifier de colons, ces juifs qui s'installent à Lod. Je rappelle que Lod est situé dans la ligne de 49, dans la ligne verte, qu'elle fait partie intégrante de l'État d'Israël, et que normalement, dans un pays comme Israël, les Juifs peuvent s'installer où ils veulent. Ils ne sont pas des colons quand ils s'installent à Lod. Or, c'est le mot qui a été écrit dans le journal Le Monde. Et ça, je pense que c'est extrêmement grave. Parce que, si vous voulez, ça alimente la haine, ça alimente d'abord l'incompréhension tout simplement de ce problème. C'est de nature, si vous voulez, à provoquer des incidents non seulement en Israël, mais également en Europe, où on le sait, notamment en France, où la population musulmane suit de très près ce qui se passe. Je vous interromps, mais il y a quand même des villages ou des villes qui sont plutôt à dominante arabe, et donc des Arabes israéliens. Est-ce que toutes les villes, il y a des communautés mixtes? Est-ce que jusqu'à présent, c'est partout où il y a des communautés où il n'y a que des Arabes israéliens? Alors, la plupart des localités, on va dire, sont soit juives, soit arabes. Il y a très peu de localités où les gens sont mélangés. Ces localités où les gens sont mélangés, il y en a quelques-unes, donc Lod, Ramleh, Akko, Saint-Jean-d'Acre, Haïfa. Jusqu'à présent, ça se passait bien. Ça se passait très bien. Mais si vous voulez, les Garines, d'ailleurs, sont extrêmement anciens. Ce n'est pas du tout nouveau. Les Garines existaient, par exemple, en 2014, quand il y a eu la guerre de Gaza. Il ne s'est rien passé à Lod. Ils existaient lors des dernières tensions de 2017 et 2018, quand l'ambassade était transférée à Jérusalem. Tout ça est évidemment un prétexte utilisé par le Hamas et par ses partisans. Il ne faut pas être grand clair, si vous voulez, pour décrypter ça. Mais c'est repris, si vous voulez, comme argent comptant par ces journalistes qui veulent absolument présenter ce conflit, si vous voulez, inverser le récit de ce conflit en présentant les agressés comme des agresseurs. Ça, je pense, c'est extrêmement grave. Mais alors, cependant, maintenant, donc c'est parti de là. En fait, il n'y a pas de raison officielle, à part, vous dites c'est le Hamas, mais il n'y a pas eu d'éléments. Il y a des éléments très clairs. Il y a des éléments très clairs. Les grenades des mosquées, quand même. Non, il y a des éléments très clairs qui ont été décryptés d'ailleurs par des analystes palestiniens. C'est pas même reconnu d'une certaine manière par le Hamas. Il y a deux éléments très clairs. Le premier, c'est que des élections libres devraient avoir lieu le 23 mai
dans les territoires palestiniens et que Mahmoud Abbas a refusé, a annulé une fois de plus ces élections, les a reportées à la grande fureur du Hamas qui était quasiment certain de les remporter. Il faut rappeler que le Hamas était spolié de sa victoire en 2006. Il avait gagné largement les élections, ça n'avait pas été reconnu, ça a été suivi d'une guerre civile, ce qui a conduit à la division entre Gaza et la Cisjordanie, qui prévaut depuis lors. Et si vous voulez, le Hamas voulait reprendre pied à Jérusalem et pied en Cisjordanie, ce que lui a refusé d'une certaine manière Mahmoud Abbas. Donc la seule façon que le Hamas avait de reprendre pied à Jérusalem en Cisjordanie, c'était par la violence. Et visiblement, elle a réussi à reprendre pied par la violence en Israël même, dans les villes arabes d'Israël. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le jour même où ces émeutes ont été déclenchées, le parti islamiste arabe Ra'am devait signer un accord avec Naftali Bennett, qui est le chef de la droite sioniste religieuse. C'est-à-dire, en vérité, tout l'inverse de ce qu'on a vu. C'était un rapprochement inédit, complètement inédit, entre les Arabes d'Israël et les Juifs d'Israël, même les plus nationalistes. Et un gouvernement d'union nationale devait sortir de là, qui aurait regroupé, avec le soutien des Arabes, donc de RAM, des Arabes islamistes, qui aurait regroupé de l'extrême gauche israélienne jusqu'aux anciens, on va dire, aux dissidents du Likoud. Donc, une véritable union nationale. Et ça, je pense que c'était insupportable aux yeux du Hamas, qui a déclenché donc ce soulèvement exactement à ce moment-là. Mais ça, si vous voulez, c'est des éléments d'analyse que vous ne verrez jamais dans la grande presse, puisqu'elle s'acharne à présenter cela comme, je dirais, presque le produit de l'extrémisme juif contre les pauvres arabes innocents. Et ça, je pense que cette vision caricaturale est complètement, est absolument, si vous voulez, nocive et va à l'encontre de tous ceux qui recherchent la paix. Alors, du côté israélien, est-ce que ce n'est pas aussi à l'avantage de Netanyahou ce qui se passe? Netanyahou qui était en train, vous l'avez écrit dans Réforme la semaine dernière d'ailleurs, il était en train de passer la main. Enfin, il veut pas, il a pas envie. Est-ce que ça ne sert pas son intérêt quand même? Si vous voulez, c'est pas parce que Benyamin Netanyahou va effectivement sauver sa peau encore une fois qu'il a voulu d'une manière ou d'une autre ce problème. Je vous mets au défi de me trouver le moindre acte d'Israël allant vers le déclenchement de ce conflit. Encore une fois, c'est le Hamas et lui seul qui a décidé du moment de la confrontation pour des objectifs qui lui sont propres et qui n'ont rien à voir avec la politique israélienne, sauf effectivement ce que je vous disais, briser cette alliance entre Naftali Bennett et Mansour Abbas du parti RAM. Mais alors là, comment vous voyez un peu la suite? Enfin, vous n'êtes pas devin, pas moi non plus. Comment vous imaginez qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut s'arrêter? Il y a un émissaire américain qui est arrivé. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver un apaisement ou est-ce que ça va continuer à monter? Qu'est-ce que vous... Alors, ça me permet de rebondir sur votre première question. Je voudrais relativiser ce qui se passe ici en Israël, au Proche-Orient. Je sais que l'ONU parle de guerre totale, etc. Oui, il ne faut pas exagérer non plus. Oui. Voilà, il y a beaucoup d'hystérie, on le sait très bien, autour de ce conflit. Chaque fois qu'on touche à Israël, la Palestine, c'est absolument. Ça. Ouais. Et absolument. Il y a de l'hystérie médiatique, je l'ai dit, et il y a aussi de l'hystérie diplomatique. Voilà, la situation sur le terrain est très claire. D'abord, il y a une telle disproportion des forces, si vous voulez, entre le Hamas et Israël, qu'une guerre totale est évidemment impossible. On parle de guerre totale quand on parle d'affrontement entre la Wehrmacht et l'armée russe, par exemple. Bien sûr, là, effectivement, on peut aller vers une guerre totale. Entre Israël et le Hamas, on ne peut pas aller vers une guerre totale. Le stock, visiblement, de roquettes est épuisé. Il y a encore des tirs, mais qui sont beaucoup plus sporadiques. Et surtout, Israël a mené une opération donc, jeudi soir, dans la nuit, apparemment décisive du point de vue opérationnel, en détruisant l'infrastructure souterraine du Hamas qui permet d'acheminer les missiles, les roquettes, etc. Et également les combattants. Apparemment, le coup a été extrêmement dur. Il y a aussi toutes les destructions dont vous parlez. Israël a mené une réplique extrêmement dure avec un renseignement qui était visiblement cette fois-ci très au point. L'armée savait où se trouvaient les sites de lancement, savait où se trouvaient les centres opérationnels. Et ce qu'on constate là au moment où je vous parle, donc le samedi soir, c'est que la situation est quand même beaucoup plus calme. Et la situation s'est aussi calmée dans les villes arabes où il y a encore malheureusement des tensions, mais qui n'ont aucun rapport avec ce qui s'est passé cette semaine. Donc, de mon point de vue, je peux me tromper évidemment, mais on va vers un apaisement. Maintenant, ce qui compte et ce qui inquiète, c'est l'après. Comment est-ce que les liens vont se renouer avec les Arabes, même si, encore une fois, ça c'est aussi très important à préciser, évidemment que tous les Arabes n'ont pas participé à ces émeutes. Il y a eu énormément de mouvements de soutien à la population juive, de rapprochement. Il faut dire aussi qu'il y a eu un lynchage d'un Arabe à Bat Yam qui a créé beaucoup d'émotions à la population juive, voilà, et qui donc
a fait que les gens ont voulu vraiment dire halte au feu. Donc, si vous voulez, le pays n'est pas du tout à feu et à sang au moment où on parle, au contraire. Jérusalem, je vous le disais, est redevenu extrêmement calme. J'étais à Al-Aqsa vendredi matin pour la prière. L'ambiance était plutôt calme, même, je dirais, presque bon enfant. Donc, je pense que la fièvre, si vous voulez, va retomber, mais qu'il faudra maintenant vraiment se poser des questions essentielles pour savoir d'abord comment ne plus retomber dans ce type de conflit et comment déboucher vers une véritable paix. Qui n'est visiblement pas là. Et il y a encore beaucoup de travail. J'ai sans doute été trop optimiste à plusieurs reprises. Et je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de travail pour tout simplement que les Palestiniens, au sens très large, c'est-à-dire également les Arabes israéliens, acceptent l'existence d'Israël, tout simplement.